Paris, 1677. En 3 ans, 36 nobles français meurent subitement, sans raison apparente. Jeunes, en bonne santé, ils s'effondrent après un dîner. Vomissements, convulsions, mort en quelques heures. Les médecins parlent d'apoplexie, de fièvre maligne. Mais les rumeurs murmurent un autre mot. Poison. La police enquête, découvre un réseau terrifiant. Des empoisonneuses professionnelles qui vendent la mort aux nobles. Épouses qui veulent se débarrasser de maris gênants. Maîtresses qui éliminent des rivales. Le scandale éclate, mène jusqu'au sommet de l'État, jusqu'à la maîtresse du roi elle-même, Madame de Montespan, accusée de sorcellerie, de messe noire, de tentative d'empoisonnement du roi Louis XIV. L'enquête révèle l'horreur. Sacrifices d'enfants, pactes avec le diable, complot au cœur de Versailles. Le roi ordonne un procès. Puis soudain, tout s'arrête. Il fait brûler les archives, exiler les coupables, impose le silence. Officiellement, l'affaire n'a jamais existé. Pendant 150 ans, le secret est gardé. Mais des documents ont survécu, cachés, oubliés, redécouverts. Et ils racontent une histoire que la monarchie voulait effacer à jamais. 36 nobles morts en 3 ans. Tous jeunes, tous en bonne santé, tous avec les mêmes symptômes terrifiants. Vomissements, convulsions, agonie de quelques heures. Les médecins ne comprennent pas. Mais un policier, lui, commence à comprendre. Ce n'est pas la maladie, c'est le meurtre. C'est le poison. Janvier 1677. Hôtel particulier du marquis de Feuquières, rue Saint-Antoine à Paris. 3 heures du matin. Un domestique court dans les couloirs en hurlant. Venez vite. Monsieur le marquis est mourant. La maison s'éveille dans la panique. On se précipite dans la chambre du maître. Le marquis de Feuquières, 42 ans, se tord de douleur sur son lit. Vomit du sang. Hurle que ses entrailles brûlent. Son épouse le tient dans ses bras. Pleure. Supplie. Mon Dieu, que se passe-t-il? Le médecin arrive 1 heure plus tard. Examine le marquis. Prend son pouls. Regarde sa langue. Hoche la tête gravement. C'est une fièvre maligne. Foudroyante. Il faut le saigner immédiatement. On apporte les lancettes. On ouvre les veines. Le sang coule. Mais rien n'y fait. À 6 heures du matin, le marquis de Feuquières meurt dans d'atroces souffrances. Ses derniers mots. On m'a tué. Puis il s'éteint. La veuve est effondrée. Comment est-ce possible? Hier encore, mon mari était en parfaite santé. Il a dîné chez le duc de Rohan. Rien. Bu. Dansé. Et maintenant il est mort? Le médecin tente de la rassurer. C'est la volonté de Dieu, madame. Ces fièvres malignes frappent sans prévenir. Personne n'y peut rien. Mais la veuve n'est pas convaincue. Mon mari n'était jamais malade. Jamais. Et il a dit qu'on l'avait tué. Mars 1677. Bal chez la duchesse de Bouillon. 300 invités. Musique. Champagne. Rire. La duchesse, 38 ans, rayonnante dans sa robe de soie bleue, danse avec le comte de Soissons. À minuit, on sert le souper. Viande rôtie. Pâtisserie. Vin fin. La duchesse mange avec appétit. Puis soudain, elle pâlit. Porte la main à sa bouche. S'excuse. Sort précipitamment de la salle. Ses dames de compagnie la suivent. La trouvent dans l'antichambre, vomissant violemment. « Madame, que vous arrive-t-il » La duchesse ne peut répondre. Les vomissements continuent. Puis viennent les douleurs, comme des poignards dans le ventre. Elle s'effondre. On la porte dans sa chambre. On appelle le médecin. Celui-ci arrive, examine la duchesse. Même diagnostic. Fièvre maligne. Il ordonne des saignées massives. On ouvre les veines de la duchesse. Elle perd des litres de sang. Mais miraculeusement, elle survit. Après 3 jours de délire, elle se réveille. Faible, épuisée, mais vivante. Le médecin est surpris. D'habitude, ces fièvres sont mortelles.
Comment a-t-elle survécu? Peut-être parce qu'elle a vomi rapidement, a expulsé le mal avant qu'il ne se répande. La duchesse, elle, a une autre théorie. Quand elle est assez forte pour parler, elle murmure à son médecin. Je crois qu'on a voulu me tuer. On a mis quelque chose dans mon vin. Le médecin la rassure. C'est la fièvre qui vous fait délirer, madame. Personne ne voudrait vous tuer. Mais la duchesse insiste. J'ai senti un goût étrange dans mon verre. Amer. Puis, immédiatement après, les vomissements ont commencé. Ce n'était pas naturel. Juin 1677. Souper chez la comtesse de Soissons. 20 invités triés sur le volet. Le comte de Soissons, 38 ans, est de joyeuse humeur. Il vient d'hériter d'une grosse somme. Fête sa bonne fortune. À table, il est assis à côté de sa maîtresse, mademoiselle de Guerchy. Ils partagent la même assiette, coutume galante de l'époque. Mangent les mêmes plats. Boivent le même vin. Rien. Se regardent amoureusement. À 3 heures du matin, le souper se termine. Les invités rentrent chez eux. Le comte et sa maîtresse montent se coucher. Mais à 4 heures, les cris commencent. Domestiques qui accourent. Le comte et mademoiselle de Guerchy sont tous deux pris de vomissements violents. Convulsions. Douleurs atroces. On appelle les médecins. Mais trop tard. À 6 heures, mademoiselle de Guerchy meurt. À 7 heures, le comte de Soissons la suit dans la mort. 2 personnes mortes simultanément. C'est impossible que ce soit naturel. La famille du comte exige une enquête. On ne meurt pas à 2 en même temps par hasard. C'est un empoisonnement. Il faut trouver le coupable. Mais qui? Qui aurait voulu tuer le comte? Et sa maîtresse? L'enquête est confiée à Gabriel Nicolas de La Reynie, lieutenant général de police de Paris. 55 ans, officier expérimenté, nommé par Louis XIV pour nettoyer la capitale du crime. Juillet 1677. Bureau de La Reynie, rue de Jérusalem. Le policier compile un dossier. Il a recensé toutes les morts suspectes des 3 dernières années. La liste est terrifiante. 36 nobles morts subitement. Tous entre 30 et 50 ans. Tous en bonne santé avant leur décès. Tous avec les mêmes symptômes. Vomissements. Douleurs abdominales. Convulsions. Morts en quelques heures. La Reynie est convaincue. Ce ne sont pas des morts naturelles. C'est du poison. Il consulte des médecins, des apothicaires. Leur montre la liste des symptômes. Qu'est-ce qui pourrait causer ça? Les réponses sont claires. Arsenic. Sublimé corrosif. Poudre de cantharide. Antimoine. Tous ces poisons provoquent exactement ces symptômes. Et tous sont disponibles à Paris. On peut les acheter chez n'importe quel apothicaire. Officiellement pour tuer les rats. En réalité, pour tuer des humains. La Reynie élargit son enquête. Qui achète ces poisons? Il interroge des apothicaires. Découvre que beaucoup de nobles en achètent. Pour leur jardin, disent-ils. Pour éliminer la vermine. Mais la Reynie n'est pas dupe. On n'a pas besoin de 5 livres d'arsenic pour tuer quelques rats. Il y a autre chose. Un réseau. Un commerce organisé. Il place des espions dans les quartiers riches. Leur demande d'écouter. De noter. Qui achète du poison? Qui visite qui? Qui murmure quoi? Après 3 mois de surveillance, les rapports arrivent. Un nom revient constamment. Catherine Deschaïs, dite la voisin, sage-femme et diseuse de bonne aventure. Habitant rue Beauregard. Clientèle prestigieuse. Noble, bourgeoise riche. Même des gens de la cour. La Reynie fait surveiller la voisine. Découvre qu'elle reçoit plus de 200 clients par mois, qu'elle vit dans le luxe. Maison somptueuse. Carrosse personnel. Serviteurs. Bijoux. D'où vient cet argent? Certainement pas de la simple divination. La voisine vend autre chose. Mais quoi? La Reynie intensifie la surveillance. Et ce qu'il découvre le glace d'effroi. La voisine n'est pas qu'une devineresse. C'est une empoisonneuse professionnelle. 12 mars 1679. 3 heures du matin. La Reynie frappe.
20 archers défoncent la porte de la voisine. La trouvent dans son laboratoire secret, entourée de fioles de poison, de crânes humains, de restes de cadavres. L'horreur absolue. Et ce n'est que le début. Mars 1679. La Reynie a assez de preuves. La voisine doit être arrêtée. Mais il faut agir avec précaution. Si elle est prévenue, elle fuira. Ou pire, détruira les preuves. L'arrestation doit être surprise, totale, implacable. La Reynie prépare l'opération pendant 1 semaine. Choisit 20 archers de confiance. Leur explique le plan. On entre de nuit. On fouille tout. On arrête tout le monde. Aucune pitié. 12 mars 1679. 2 heures du matin. Les archers se rassemblent rue Bourgard. La maison de la voisine est plongée dans l'obscurité. Tout le monde dort. Parfait. La Reynie donne le signal. Les archers défoncent la porte d'entrée à coups de bélier. Le bruit réveille toute la maison. Domestiques qui crient, chiens qui aboient. Mais les archers se déploient rapidement, bloquent toutes les issues. Personne ne sortira. La voisine est dans son laboratoire au sous-sol. Elle entend le vacarme. Comprend immédiatement. La police. Elle a juste le temps de cacher quelques fioles. Puis les archers enfoncent la porte du laboratoire. La trouvent debout au milieu de la pièce. 50 ans, corpulente, habillée d'une robe de chambre rouge. Elle ne résiste pas. Lève les mains. Sourit presque. Je savais que vous viendriez un jour. Les archers regardent autour d'eux. Sont horrifiés par ce qu'ils voient. La pièce est un cauchemar. Une grande table couverte de fioles, remplie de liquide coloré. Jaune, vert, noir. Des alambics pour distiller. Des mortiers pour broyer. Des balances pour doser. Et pire encore. Sur une étagère, des crânes humains. 10 au moins. Blanchis, polis. À côté, des os longs. Des fémurs, des tibias. Dans un coin, un grand chaudron rempli d'un liquide noirâtre nauséabond. La Reynie entre. Regarde la voisine droit dans les yeux. Madame, vous êtes en état d'arrestation. Accusation. Empoisonnement. Sorcellerie. Infanticide. La voisine ne cille pas. Très bien, monsieur. J'irai sans résister. Mais sachez que vous ouvrez la boîte de Pandore. Ce que vous allez découvrir détruira la France. La Reynie fronce les sourcils. Que voulez-vous dire? La voisine sourit. Vous verrez. Oh, vous verrez. Perquisition systématique de la maison. Les archers fouillent chaque pièce, chaque armoire, chaque tiroir. Dans le bureau de la voisine, ils trouvent un registre, relié en cuir rouge, page remplie d'une écriture serrée. La Reynie l'ouvre, commence à lire. C'est une liste de clients, avec date, service rendu, somme payée, plus de 500 noms sur 3 ans. La Reynie reconnaît certains noms. Nobles de la cour, bourgeoises riches, même quelques prêtres. Dans le laboratoire, ils inventorient les fioles. Chacune est étiquetée. Arsenic blanc, sublimé corrosif, poudre de cantharide, aconite, belladone, cyanure, tous les poisons possibles. Assez pour tuer des centaines de personnes. La Reynie fait emballer le tout comme preuve. Dans une armoire fermée à clé, il trouve des bourses remplies d'or. La voisine est riche, très riche. Combien gagne-t-on en vendant la mort? Puis vient la découverte la plus horrible. Dans la cave, derrière une porte cachée, ils trouvent une pièce secrète. Petite, sombre, humide. Au centre, un autel de pierre, couvert de taches brunâtres, du sang séché. Au mur, des symboles étranges. Pentagramme, croix inversée, inscription en latin. Et dans un coin, une fosse. Les archers s'approchent, regardent dedans, reculent immédiatement, horrifiés, nauséeux. La fosse contient des restes de cadavres, de tout petits cadavres, des nouveau-nés. La Reynie descend, voit la fosse, blémite. Il a vu beaucoup de choses dans sa carrière. Mais ça, c'est au-delà de tout. Combien de bébés? 10? 20?
Impossible de compter. Les corps sont en décomposition avancée, mêlés les uns aux autres. La voisin pratiquait des avortements. Et pire, des sacrifices, des rituels sataniques. La Rainie ordonne de sceller la pièce. Personne ne doit voir ça. C'est trop horrible. La voisin est emmenée à la prison de Vincennes. Prison d'État pour les criminels les plus dangereux. Elle y est enfermée dans une cellule isolée. Aucun contact avec d'autres prisonniers. Surveillance constante. La Rainie vient l'interroger le lendemain. S'assoit face à elle. Madame Deschaïes, vous êtes accusée de crimes graves. Très graves. Si vous coopérez, peut-être que la justice sera clémente. Si vous refusez de parler, vous brûlerez vive. Choisissez. La voisin le regarde calmement. Que voulez-vous savoir? La Rainie sort le registre rouge. Expliquez-moi ces noms, ces dates, ces services. La voisin hausse les épaules. Ce sont mes clients. Je suis diseuse de bonne aventure. Je leur prédis l'avenir. La Rainie frappe du poing sur la table. Ne me prenez pas pour un imbécile. On a trouvé assez de poison chez vous pour tuer un régiment. À quoi servait-il? La voisin hésite. Calcule. Comprend qu'elle ne peut plus mentir. D'accord, dit-elle finalement. Je vais tout dire. Mais vous allez regretter de m'avoir demandé. Elle commence à parler. Raconte son commerce. Oui, elle vendait des poisons. À des nobles qui voulaient se débarrasser de gêneurs. Maris qui battèrent leurs épouses. Épouses qui empêchèrent leurs maris d'hériter. Rivaux politiques. Maîtresses encombrantes. Elle fournissait la solution. Définitive. La Rainie note tout. Demande des noms. La voisin commence à en donner. Le marquis de Termes a empoisonné sa femme en 1675. Je lui ai vendu de l'arsenic. La comtesse de Soissons a empoisonné son mari l'année dernière. Sublimé corrosif dans son vin. La duchesse de Vivonne a tué son amant qui voulait la quitter. Acconi dans sa soupe. La liste continue. 10 noms. 20, 30, tous des nobles. Tous des clients de la voisin. La Rainie est abasourdie. L'élite de France. Les familles les plus prestigieuses. Toutes impliquées dans des meurtres. C'est un scandale monumental. Mais la voisin n'a pas fini. Elle a autre chose à révéler. Quelque chose de bien pire. Monsieur de la Rainie, dit-elle, je n'ai pas seulement vendu des poisons aux nobles. Je leur ai aussi fourni d'autres services. Des filtres d'amour, des sortilèges, des messes noires, pour la cour royale elle-même. La Rainie se fige. La cour royale? Vous voulez dire Versailles? La voisin hoche la tête. Oui, des gens très proches du roi. Très proches. Ils vinrent me voir, pour des problèmes d'amour, de pouvoir, de jalousie. Je les aidais, avec mes potions, mes rituels, mes prêtres. La Rainie sent la sueur couler dans son dos. Donnez-moi des noms. La voisin sourit. Vous êtes sûr de vouloir savoir? La Rainie insiste. Des noms. Maintenant. La voisin prend une grande respiration, puis lâche le nom qui va tout changer. Madame de Montespan. La maîtresse du roi Louis XIV. La femme la plus puissante de France après la reine. Elle était ma cliente. Pendant des années. Le silence tombe dans la cellule comme une pierre. La Rainie ne peut respirer. Montespan? La maîtresse du roi? C'est impossible. La voisin secoue la tête. C'est la vérité. Et ce que j'ai fait pour elle va vous glacer le sang. La maîtresse du roi accusée de sorcellerie, de messe noire, de sacrifice d'enfants, de tentative d'empoisonnement. Les révélations de la voisin sont si monstrueuses que la Rainie refuse d'y croire. Mais les preuves s'accumulent. Les témoins confirment. Et soudain, l'impensable devient réel. Montespan a vraiment fait ça. Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan. 39 ans en 1679. Maîtresse officielle du roi depuis 1667. 12 ans de liaison avec Louis XIV. 7 enfants illégitimes. Tous reconnus. Tous légitimés. Pouvoir immense à la cour.
C'est elle qui nomme les ministres. Elle qui influence les décisions. Elle qui règne sur Versailles. Plus puissante que la reine Marie-Thérèse elle-même. Car le roi l'aime. Passionnément. Du moins, il l'aimait. Mais depuis 1675, les choses changent. Le roi vieillit. À 37 ans maintenant. Devient plus religieux. Plus sérieux. Montespan, elle, reste capricieuse. Exigeante. Jalouse. Le roi se lasse. Commence à regarder ailleurs. Une nouvelle beauté attire son attention. Mademoiselle de Fontanges. 20 ans. Blonde. Innocente. Le contraire de Montespan. Le roi tombe amoureux. Montespan le voit. Rage. Désespère. Elle qui a tout sacrifié pour ce roi. 7 enfants. Sa réputation. Son mariage. Et maintenant, il la délaisse pour une petite sotte? Selon la voisin, c'est à ce moment que Montespan la contacte. Automne 1675. Un domestique vient chez la voisin. Message d'une grande dame de la cour. Elle souhaite vous consulter. Discrètement. La voisin accepte. Reçoit la visiteuse de nuit. La femme est masquée. Mais la voisin reconnaît sa voix. C'est Montespan. Elle l'a vu à Versailles lors de fêtes publiques. Montespan explique son problème. Le roi me délaisse. Il en aime une autre. Je veux le reconquérir. Pouvez-vous m'aider? La voisin sourit. Bien sûr, madame. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Elle prépare des filtres d'amour. Poudre à base de cantharides. Censés exciter le désir. Mode d'emploi. Glisser une pincée dans le vin du roi. Avant qu'il vienne vous voir. Il sera fou de désir. Montespan paie une fortune. Part avec les poudres. Pendant 6 mois, Montespan utilise les filtres. Les met dans le vin du roi. Parfois, ça marche. Le roi passe la nuit avec elle. Mais le lendemain, il retourne voir Fontanges. Les poudres ne suffisent pas. Montespan revient voir la voisin. Furieuse. Vos poudres ne marchent pas. Il me faut quelque chose de plus fort. La voisin réfléchit, puis propose. Il existe des rituels, plus puissants, mais dangereux, et coûteux, très coûteux. Montespan ne recule pas. Faites ce qu'il faut. Je paierai. La voisin organise des messes noires. Rituel satanique censé forcer l'amour. Elle connaît un prêtre défroqué. L'abbé Étienne Guibourg. 68 ans. Chassé de l'église pour débauche. Devenu prêtre satanique. Il officie des messes noires dans une chapelle secrète à Paris. La voisin le contacte. Arrange une rencontre avec Montespan. Guibourg accepte. Pour 1000 livres par messe. Première messe noire. Juillet 1676. Chapelle secrète rue Courtauvilliers. Minuit. Montespan arrive masqué. Entre dans la chapelle. Découvre l'autel. Noir. Couvert de symboles sataniques. Des bougies noires brûlent. Guibourg est là. Vêtu d'une chasuble rouge sang. Il explique le rituel. Madame, vous devez vous allonger nue sur l'autel. Je poserai le calice sacré sur votre ventre. Puis j'invoquerai les forces de l'enfer pour que le roi revienne à vous. Montespan hésite. Puis obéit. Se déshabille. S'allonge sur l'autel de pierre froide. Guibourg pose le calice sur son nombril. Commence l'incantation. En latin. Puis en une langue étrange. Incompréhensible. Il invoque Astaroth. Asmodée. Belzébuth. Demande leur aide pour reconquérir le roi. Promet des offrandes. Des sacrifices. Puis verse du vin dans le calice. Le boit. La messe dure 2 heures. Montespan reste immobile. Glacé. Terrifié mais déterminé. Ce n'est que le début. La voisin raconte à la Reynie. Il y a eu 3 messes noires. Juillet 1676. Décembre 1666. Mars 1678. À chaque fois, le rituel se compliquait, devenait plus horrible. Lors de la 3e messe, Guibourg a sacrifié un nouveau-né, a égorgé le bébé sur l'autel, versé son sang dans le calice, puis l'a fait boire à Montespan, pour sceller le pacte avec Satan. La Reynie écoute, livide. C'est impossible. Vous inventez.
C'est trop monstrueux. La voisin secoue la tête. Je ne mens pas. J'ai des témoins. Guibourg peut confirmer. D'autres personnes assistaient aux messes. La Trianon, mon associé. Romani, un sorcier italien. Ils vous diront la même chose. La Reynie ordonne l'arrestation de ses témoins. En une semaine, tous sont enfermés à Vincennes. Interrogatoire de Guibourg. Avril 1679. Le vieux prêtre avoue immédiatement. Oui, j'ai officié des messes noires pour Madame de Montespan. 3 en tout. Oui, nous avons sacrifié des nouveau-nés. Où les obteniez-vous? La voisin me les fournissait. Elle pratiquait des avortements. Certains bébés naissaient vivants. Elle me les donnait pour les sacrifices. Combien? Au moins 10 sur 3 ans. Peut-être plus. Les détails que donne Guibourg sont si précis qu'il est impossible qu'il invente. Il décrit la chapelle, l'autel, les incantations. Et surtout, il décrit Montespan, son visage, ses grains de beauté. Des détails qu'il ne pourrait connaître que s'il l'avait vraiment vu nu. La Reynie est forcée d'accepter l'évidence. Montespan a vraiment participé à ces horreurs. Mais ce n'est pas tout. La voisin révèle pire encore. Montespan n'a pas seulement essayé de reconquérir le roi, elle a aussi essayé d'éliminer sa rivale. Fontanges. Comment? Poison. En 1678, Montespan m'a demandé des poudres pour Fontanges, pour la rendre malade, peut-être même pour la tuer. Je lui ai fourni de la poudre de Cantharide, très concentrée. Mode d'emploi. Glisser dans son chocolat du matin. La voisin ne sait pas si Montespan a utilisé les poudres, mais fait troublant. Fontanges est tombé gravement malade en mars 1679. Vomissements, fièvre, douleur. Elle a survécu, mais est restée affaiblie, a perdu la faveur du roi. Et le roi lui-même? La voisin hésite avant de répondre. Puis avoue. Montespan m'a aussi demandé des poudres pour le roi. Pourquoi faire? D'abord pour exciter son désir. Puis, quand elle a compris qu'elle le perdait définitivement, pour le tuer. La Reynie se lève d'un bond. Quoi? Tentative d'assassinat du roi? Vous en êtes sûr? La voisin hoche la tête. Je lui ai fourni de l'arsenic en poudre très fine, invisible dans le vin. Je ne sais pas si elle l'a utilisé, mais elle me l'a demandé. La Reynie sort de la cellule. A besoin d'air. C'est trop. Beaucoup trop. La maîtresse du roi accusée de sorcellerie, infanticide, tentative d'empoisonnement du roi lui-même. Si c'est vrai, Montespan risque le bûcher. Mais si c'est vrai, c'est aussi le plus grand scandale de l'histoire de France. Comment informer le roi? Comment lui dire que la mère de ses enfants est une meurtrière? Une sorcière? Une traîtresse? La Reynie rédige un rapport. Prudent. Diplomatique. Ne mentionne pas encore Montespan directement. Parle d'un réseau d'empoisonnement touchant la haute noblesse. De révélations graves à venir. Demande au roi la permission de créer un tribunal spécial pour juger ces affaires en secret. Car si elles deviennent publiques, ce sera la catastrophe. Le roi lit le rapport, comprend la gravité, accepte qu'un tribunal soit créé, en secret absolu. Nous découvrirons la vérité, quelle qu'elle soit. Le roi crée un tribunal spécial, la chambre ardente, pour juger les empoisonneurs en secret. Loin des regards, loin des rumeurs. Les premiers procès commencent. Les petits criminels d'abord. Pendaison. Bûcher. 23 exécutions en 6 mois. Puis vient le procès de la voisin. Et là, tout explose. Car elle refuse de se taire. Avril 1679. Louis XIV signe l'ordonnance royale créant la Chambre ardente. Tribunal extraordinaire pour juger les affaires d'empoisonnement et de sorcellerie. Non. Chambre ardente. Parce que les séances se tiennent à la lueur des torches, dans des salles sombres. Atmosphère lugubre. Impression de jugement dernier. Président du tribunal. François de la Reynie lui-même. 12 juges nommés par le roi. Tous de confiance. Tous loyaux. Tous prêts à garder le secret. Lieu des sessions. Arsenal de Paris. Forteresse isolée.
Facile à garder. Impossible d'espionner. Les séances sont totalement secrètes. Interdiction au public d'assister. Interdiction aux gazettes de rapporter quoi que ce soit. Les accusés sont jugés en huis clos. Aucun avocat. Aucun témoin de moralité. Juste l'accusé face au juge. Et aux preuves. Implacable. Les premiers procès commencent en mai 1679. On juge d'abord les petits poissons. Les apothicaires qui vendaient du poison sans poser de questions. Les diseuses de bonne aventure qui fournissaient des services criminels. Les sages-femmes qui pratiquaient des avortements et vendaient les bébés. Les condamnations tombent. Rapides. Impitoyables. Pendaison pour les hommes. Bûcher pour les femmes. En 6 mois, 23 personnes exécutées. La population parisienne commence à s'inquiéter. Des exécutions massives sans procès public? Que se passe-t-il? Les rumeurs se multiplient. On parle d'un complot d'empoisonneurs, d'un réseau satanique, de nobles impliqués. Mais impossible de vérifier. Tout est secret. Le roi a ordonné le silence. Les gazettes n'osent rien publier. Qui désobéit risque la Bastille. Octobre 1679. La chambre ardente s'attaque enfin au gros poisson. Catherine Deschey. La voisin. 7 mois qu'elle est en prison. 7 mois d'interrogatoire. Elle a tout dit. Tout avoué. Maintenant, elle doit être jugée. Le procès commence le 15 octobre. Séance à l'Arsenal. Salle tendue de noir. Torche qui brûle. 12 juges assis en demi-cercle. La Reynie au centre. La voisin est amenée. Enchaînée. Mais digne. Presque arrogante. Lecture de l'acte d'accusation. Catherine Deschey, vous êtes accusée de empoisonnement sur la personne de 36 nobles entre 1675 et 1679. Sorcellerie et pratique de messes noires. Infanticide et sacrifice d'êtres humains. Sacrilège et profanation de rituels chrétiens. Comment plaidez-vous? La voisin se tient droite. Coupable de certaines choses. Pas coupable d'autres. Lesquelles? Je plaide coupable d'avoir vendu des poisons. Coupable d'avoir pratiqué des avortements. Mais pas coupable de meurtre direct. Je n'ai tué personne de mes propres mains. J'ai fourni les produits. Mes clients ont fait ce qu'ils voulaient. La Reynie se penche en avant. Vous ne niez donc pas avoir fourni du poison à des nobles? La voisin secoue la tête. Non, je ne nie pas. Je vendais ce qu'on me demandait. C'était mon commerce. Vous admettez donc que vos clients ont utilisé vos poisons pour tuer? Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Ce n'est pas ma responsabilité. La Reynie frappe du poing. Vous saviez très bien à quoi servaient vos poisons. Vous êtes complice de 36 meurtres. Le procès continue pendant 3 jours. Témoignages d'apothicaires qui ont vendu du poison à la voisin. Témoignages de domestiques qui l'ont vu préparer ses poudres. Témoignages de Guibourg sur les messes noires. Les preuves s'accumulent. Accablantes. Irréfutables. Mais la voisin reste calme. Presque amusée. Comme si elle attendait quelque chose. Quoi? La Reynie va le découvrir. 3e jour de procès. La Reynie pose la question qu'il redoute. Madame Deschey, vous avez affirmé avoir servi des clients de la cour royale. Nommez-les. La voisin regarde les juges. Sourit. Êtes-vous sûr de vouloir savoir? La Reynie insiste. Nommez-les. La voisin prend une grande respiration. Duchesse de Bouillon. Elle a acheté des filtres d'amour pour son amant. Comtesse de Soissons. Elle a empoisonné son mari avec de l'arsenic que je lui ai fourni. Marquise d'Alluye. Elle a tué ses 3 maris successifs. Tous avec mes poisons. Les juges se regardent. Horrifiés. Ces femmes sont l'élite de Versailles. Amies de la reine. Cousines du roi. Impossible. La voisin continue. Duchesse de Vivonne. Belle-sœur de Madame de Montespan. Elle a empoisonné son amant. Marquise de Polignac. Elle a commandé la mort de son mari. Comtesse du Roure. Elle a tué son amant jaloux. La liste s'allonge. 10 noms. 15. 20. Tous des nobles.
tous des clients de la voisine. L'araignée sent la sueur couler dans son dos. C'est pire que ce qu'il imaginait. L'aristocratie entière est corrompue. Mais il doit poser la question finale. La question qui va tout faire exploser. Et Madame de Montespan? Silence de mort dans la salle. La voisine regarde l'araignée. Sourit. Ah, Madame de Montespan. Oui, elle était ma meilleure cliente. Pendant 4 ans. Qu'avez-vous fait pour elle? La voisine raconte tout. Les filtres d'amour. Les messes noires. Les sacrifices. Les poudres pour Fontange. Les poudres pour le roi. Tout. En détail. Avec date. Lieu. Témoin. Les juges écoutent. Pétrifiés. C'est la maîtresse du roi. La mère de ses enfants. Accusée de haute trahison. De tentative d'assassinat royal. Si c'est vrai, elle doit brûler. Mais si c'est vrai, c'est aussi la fin de la monarchie. Un juge demande la suspension de la séance. Il faut informer le roi immédiatement. Les autres acquiescent. On ne peut continuer sans l'aval royal. La séance est suspendue. La voisine est ramenée en prison. L'araignée reste seule dans la salle, la tête entre les mains. Qu'a-t-il déclenché? Il voulait nettoyer Paris du crime. Il vient d'ouvrir l'abîme sous Versailles. Il rédige un rapport urgent, le plus important de sa carrière. Sire, Madame de Montespan est formellement accusée de tentative d'empoisonnement de Votre Majesté. Les preuves incluent le témoignage de Catherine Deschays et de l'abbé Guibourg. Plusieurs témoins confirment. La situation est gravissime. Je demande vos instructions. Dois-je poursuivre le procès? Dois-je interroger Madame de Montespan? Que dois-je faire? Le rapport est scellé. Envoyé à Versailles par messager spécial. Arrive le soir même. Un valet le remet au roi. Louis XIV est dans son cabinet. Seul. Il ouvre le pli. Commence à lire. Au fur et à mesure, son visage change. Pâlit, se durcit, se ferme. Quand il termine, il reste immobile pendant 5 minutes. Ne respire pas, ne bouge pas. Puis il se lève, marche jusqu'à la fenêtre. Regarde Versailles, son royaume, qui vient de basculer. Le roi lit le rapport. La femme qu'il a aimée pendant 12 ans, la mère de ses enfants, accusée de l'avoir empoisonné, de sorcellerie, de sacrifice. Louis XIV refuse d'y croire. Convoque Montespan, l'interroge. Elle nie tout, mais les doutes s'installent. Les souvenirs remontent. Et si c'était vrai? Le roi panique. Que faire? Novembre 1679. Versailles. Cabinet privé du roi. Louis XIV relit le rapport pour la 10e fois. Espère y trouver une erreur, une incohérence, une preuve que tout cela est faux. Mais non. Le rapport est clair, précis, accablant. Montespan est accusé, par plusieurs témoins, de crimes capitaux. Le roi ne peut ignorer ça. Il doit agir. Mais comment? Il convoque Montespan. Immédiatement. En pleine nuit. Un valet va la chercher dans ses appartements. Madame, le roi vous demande. Tout de suite. Montespan s'habille rapidement, le cœur battant. Pourquoi le roi la convoque-t-il à 2 heures du matin? Elle arrive au cabinet royal. Trouve Louis XIV debout, le visage fermé, froid. Elle n'a jamais vu cette expression. Sire, que se passe-t-il? Le roi la regarde longuement, puis demande. Avez-vous consulté Catherine Deschays? Montespan se fige. Le nom. Ce nom qu'elle espérait ne jamais entendre. Comment le roi le connaît-il? Elle décide de mentir. Qui ça, sire? Le roi élève la voix. Ne jouez pas avec moi. Catherine Deschays, la voisine, l'empoisonneuse. L'avez-vous consulté? Montespan sent la panique monter. Nie avec véhémence. Jamais, sire. C'est un mensonge. Je ne connais pas cette femme. Le roi sort le rapport. Le brandit. Cette femme dit le contraire. Elle affirme que vous l'avez consultée pendant 4 ans, que vous avez acheté des filtres, participé à des messes noires, commandé des empoisonnements. Montespan devient blanche. Balbutie. Sire, cette femme ment. Elle invente des histoires pour éviter le bûcher.
Elle accuse tout le monde pour sauver sa peau. Vous ne pouvez pas la croire. Le roi la fixe. Je veux vous croire. Vraiment. Mais elle donne des détails, des dates, des lieux. D'autres témoins confirment. Comment peut-elle inventer tout ça? Montespan cherche désespérément une explication. Elle a dû me voir à Versailles lors de fêtes publiques. Elle invente le reste. Je vous jure, sire, je suis innocente. Le roi marche de long en large. Veut la croire. A besoin de la croire. Parce que si c'est vrai, tout s'effondre. 12 ans d'amour. 7 enfants. Des milliers d'heures passées ensemble. Tout basé sur un mensonge? Sur une trahison? Non. Impossible. Il se souvient pourtant de certains incidents. Automne 1676. Il a été malade après avoir bu du vin servi par Montespan. Vomissements violents. Vertige pendant 2 jours. Les médecins avaient le parlé d'indigestion. Mais les symptômes correspondaient à un empoisonnement léger. Et si elle avait vraiment essayé? Le roi se tourne vers Montespan. En 1676, je suis tombé malade après avoir bu votre vin. M'avez-vous empoisonné? Montespan écarquille les yeux. Quoi? Non. Jamais. Vous avez eu une indigestion. Rien de plus. Le roi insiste. J'ai vomi pendant 2 jours. J'ai eu des vertiges, des douleurs. Ce n'était pas une simple indigestion. Montespan proteste. Sire, vous me blessez. Comment pouvez-vous penser que je vous ferai du mal? Je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Le roi veut la croire. Mais le doute est là. Planté dans son esprit comme une épine, il prend une décision. Madame, je ne peux vous accuser sans preuve, mais je ne peux non plus vous innocenter. L'enquête continue. Vous resterez à la cour. Mais je ne vous verrai plus en privé. Jusqu'à ce que la vérité soit établie. Montespan réalise ce que ça signifie. Elle est en disgrâce. Pas officiellement, mais réellement. Sire, supplie-t-elle, ne faites pas ça. Laissez-moi vous prouver mon innocence. Le roi se détourne. L'audience est terminée. Sortez. Montespan quitte le cabinet. En larmes. En rage. Elle sait que c'est fini. Même si elle est innocentée, la confiance est brisée. Le roi ne la regardera plus jamais comme avant. Elle a tout perdu. Pouvoir, amour, avenir. Tout s'effondre. Le lendemain, le roi écrit à la Rhénie. Ordre royal. Continuez l'enquête. Mais en secret absolu. Personne ne doit savoir que Madame de Montespan est suspectée. Si le scandale devient public, c'est la fin de la monarchie. Interrogez tous les témoins. Vérifiez tous les faits. Je veux la vérité. Toute la vérité. Mais discrètement. Décembre 1679. La Rhénie intensifie les interrogatoires. Il fait torturer la voisin pour obtenir plus de détails. La voisin, sous la torture, confirme tout. Donne même plus de noms. Duchesse de Vivonne, belle-sœur de Montespan. Elle aussi cliente. Marquise de Polignac. Comtesse du Roure. Duchesse de Bouillon. Au total, plus de 40 nobles de la cour sont impliqués. C'est une catastrophe. La Rhénie compile un dossier. 300 pages. Liste complète des accusés. Des crimes. Des preuves. Il l'apporte au roi en janvier 1680. Louis XIV lit pendant 3 jours. Enfermé dans son cabinet. Ne voit personne. Ne mange presque pas. Quand il termine, il est livide. Épuisé. Vieilli de 10 ans. 40 nobles impliqués dans des empoisonnements? Si ce scandale devient public, le peuple va penser que toute l'aristocratie est corrompue. Que la cour est un nid de serpents. C'est la fin. Le roi convoque la Rhénie. « Monsieur, dit-il, nous avons un problème. Un problème qui pourrait détruire la France. Que proposez-vous » La Rhénie hésite. « Sire, la justice exige que tous les coupables soient jugés et punis, nobles ou roturiers. Mais je comprends que c'est politiquement impossible. » Le roi hoche la tête. « Exactement. Nous devons trouver une autre solution. Étouffer l'affaire. » Mais comment? Ils discutent pendant des heures. Finalement, une stratégie émerge.
Juger les roturiers publiquement, les condamner, les exécuter, pour montrer que la justice fonctionne. Mais pour les nobles, autre approche. Exil discret, enfermement secret, disgrâce silencieuse. Pas d'accusation publique, pas de procès, juste disparition. Le roi ordonne. Faites-le. Éliminez les preuves compromettantes. Protégez les nobles. Sacrifiez les roturiers. La raison d'État l'exige. La Rhénie proteste faiblement. Sire, c'est injuste. Les nobles sont les plus coupables. Ce sont eux qui ont commandé les meurtres. Les roturiers n'ont fait qu'obéir. Le roi se fâche. Je me moque de la justice. Je veux protéger la couronne. Vous obéirez ou je vous remplace. Compris? La Rhénie baisse la tête. Oui, sire. Je comprends. Il sort du cabinet. Amer. Dégoûté. Mais soumis. Il fera ce que le roi demande. Parce qu'il n'a pas le choix. Février 1680. Le procès de la voisin reprend. Mais cette fois, avec de nouvelles règles. Chaque fois qu'elle commence à nommer un noble, les juges l'interrompent. Ce n'est pas pertinent. Continuez. La voisin comprend le jeu. Crie en pleine audience. Vous me sacrifiez pour protéger les puissants. Madame de Montespan a voulu tuer le roi, et vous la laissez libre. C'est une parodie de justice. Les juges ordonnent qu'on la fasse taire. La bâillonne si nécessaire. Verdict. Coupable de tous les chefs d'accusation. Condamnation. Bûcher en place de grève. Exécution. 22 février 1680. Devant une foule de 10 000 personnes. La voisin est amenée sur le bûcher. Attachée au poteau. Jusqu'au bout, elle crie des noms. Montespan. Bouillon. Soissons. Vivonne. Tous complices. Tous coupables. Mais le bruit de la foule couvre ses paroles. Le feu est allumé. La voisin brûle. Meurt en hurlant. La vérité sera connue un jour. Le roi assiste à l'exécution depuis une fenêtre du Louvre. Voit la fumée monter. Soupir de soulagement. La voisin est morte. Elle ne parlera plus. Mais le problème n'est pas résolu. Il reste des dizaines de témoins, des centaines de documents, des preuves partout. Comment tout effacer? Le roi sait ce qu'il doit faire. Détruire les archives, faire disparaître les témoins, imposer le silence. Total. Définitif. À jamais. Les nobles coupables ne seront pas jugés. Trop scandaleux. Trop dangereux. Le roi choisit une autre solution. Les faire disparaître en silence. Exil forcé. Enfermement secret. Disgrâce sans explication. 15 grandes dames de Versailles vont disparaître. Sans procès. Sans adieu. Pour protéger le secret de la monarchie. Mars 1680. L'exécution de la voisin est terminée. Mais le problème demeure. 40 nobles impliqués. Tous vivants. Tous libres. Tous dangereux. Car ils connaissent le secret. Savent que Montespan a participé aux messes noires. Que d'autres grandes dames ont empoisonné leur mari. Si l'un d'eux parle, le scandale explose. Le roi doit agir. Vite. Discrètement. Impitoyablement. Première sur la liste. La comtesse de Soissons. Marie-Anne Mancini. Nièce du cardinal Mazarin. 43 ans. Belle. Intelligente. Ambitieuse. Accusée d'avoir empoisonné son mari en 1677 avec de l'arsenic fourni par la voisin. Preuve. Témoignage de la voisin. Reçu d'achat signé de sa main. Témoignage d'un domestique qui l'a vu verser de la poudre blanche dans le vin du comte. Coupable. Sans aucun doute. Le roi la convoque. 10 mars 1680. Cabinet royal. La comtesse arrive. Souriante. Pense qu'on va lui offrir une nouvelle charge à la cour. Le roi la regarde froidement. « Madame, vous allez quitter la France. » La comtesse écarquille les yeux. « Comment, sire ?» Le roi répète. « Vous partez. Aujourd'hui même. Pour les Pays-Bas espagnols. Sans retour possible. Jamais. » La comtesse balbutie. « Mais sire, pourquoi? Quelle est l'accusation ?
Le roi se lève. Il n'y a pas d'accusation officielle. Mais vous savez très bien pourquoi. Votre mari est mort, empoisonné. La voisin vous accuse. Si vous restez, je devrais vous faire juger. Et vous brûlerez. Partez maintenant, et vous vivrez. Libre, mais en exil. Choisissez. La comtesse réalise qu'elle n'a pas le choix. Proteste faiblement. Sire, je suis innocente. Le roi l'interrompt. Si vous êtes innocente, pourquoi la voisin vous accuse-t-elle avec tant de détails? Pourquoi votre domestique confirme? Partez ou je vous fais arrêter. Maintenant. La comtesse de Soissons quitte Versailles le soir même. Carrosse discret. Escorte militaire. Direction. Frontière des Pays-Bas. Elle emporte quelques bijoux. Quelques robes. Rien de plus. Laisse derrière elle sa vie. Sa position. Ses amis. Son pays. Officiellement. Voyage pour raison de santé. En réalité. Exil à vie. Elle mourra à Bruxelles en 1615. Sans jamais revoir la France. Deuxième. La duchesse de Bouillon. Marie-Anne de la Trémoille. 37 ans. Accusée d'avoir consulté la voisin pour des filtres d'amour. Pas d'empoisonnement prouvé. Mais association avec la voisin suffit. Le roi ne peut tolérer qu'on fréquente des sorcières, même pour des raisons bénignes. La duchesse est convoquée. Reçoit le même ultimatum. Exil ou procès. Elle choisit l'exil, mais refuse de quitter le pays. Demande juste à se retirer dans son château en province. Le roi accepte, à condition qu'elle ne revienne jamais à Paris ni à Versailles. La duchesse part pour son domaine de Navarre. Y vivra 30 ans. Interdite de cour. Morte socialement. Troisième. La marquise d'Alluy. Louise de Prie. 52 ans. Accusée du crime le plus horrible. Avoir tué ses 3 maris successifs avec de l'arsenic. Pour hériter. Preuves accablantes. 3 hommes morts avec les mêmes symptômes. Tous après avoir épousé la marquise. Tous laissant leurs fortunes à leurs veuves. Coïncidence impossible. La marquise est coupable. Devrait brûler comme la voisin. Mais elle est cousine du roi. Impossible de l'exécuter sans scandale familial. Solution. Enfermement à vie. Mais pas en prison ordinaire. Dans un couvent. Le roi ordonne. La marquise d'Alluy prendra le voile. Au couvent des Carmélites de Pontoise. Pour le reste de ses jours. Officiellement. Elle se retire du monde par dévotion religieuse. En réalité. Prison déguisée. La marquise proteste, supplie, pleure. Rien n'y fait. 15 mars. Elle est escortée au couvent. Les portes se ferment derrière elle. Elle ne les franchira plus jamais. Mourra en 1691. 11 ans d'enfermement. Sans procès. Sans condamnation officielle. Juste effacée. En 6 mois, 15 nobles sont ainsi exilés ou enfermés. Tous des femmes. Car l'affaire des poisons touche surtout les femmes. Épouses qui empoisonnent des maris violents ou infidèles. Maîtresses qui éliminent des rivales. Ambitieuses qui suppriment des obstacles. Les hommes sont victimes, rarement coupables. Les 15 femmes disparaissent de Versailles. Sans explication. Les courtisans murmurent. Où est passée la duchesse de Bouillon? On ne la voit plus. Et la comtesse de Soissons? Partie pour raison de santé, dit-on. Mais personne n'est dupe. Quelque chose de grave s'est passé. Mais quoi? Impossible de savoir. Le roi interdit d'en parler. Et Montespan? La question hante Versailles. Elle est la plus gravement accusée. Tentative d'empoisonnement du roi. Messe noire. Sacrifice. Si les autres sont exilés pour moins, que va devenir Montespan? Le roi décide. Ni exil, ni enfermement. Ce serait avouer publiquement qu'elle est coupable. Que la mère de ses enfants légitimés est une sorcière. Impossible. Solution. Disgrâce progressive. Lente. Silencieuse. Cruelle. Avril 1680. Le roi cesse de voir Montespan en privé. Plus de visites nocturnes. Plus d'intimité.
Plus de conversations amoureuses. Mais elle reste à la cour. Garde son appartement. Garde son rang. Officiellement, rien ne change. En réalité, tout s'effondre. Mais le roi nomme une nouvelle favorite officielle. Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon. 45 ans. Veuve, pieuse, discrète. Gouvernante des enfants illégitimes du roi et de Montespan. Elle devient la confidente du roi. Puis plus que confidente, maîtresse. Puis secrètement épouse. Montespan voit tout. Impuissante. La femme qui s'occupait de ses enfants prend sa place. L'humiliation est totale. Juin. Elle demande audience au roi. « Sire, les rumeurs m'accusent de choses horribles. Dites publiquement que je suis innocente. » Le roi refuse froidement. « Je ne dirai rien, ni pour vous accuser, ni pour vous défendre. Vous resterez à la cour. Sans pouvoir. Sans influence. C'est mon dernier mot. » Montespan comprend. Le roi la croit coupable, mais ne veut pas de scandale. Alors il la punit en silence. Montespan reste à Versailles 20 ans encore, de 1680 à 1707. Spectatrice de son propre déclin, voyant Maintenon régner à sa place, voyant ses anciens amis l'éviter, la croiser sans la saluer, l'ignorer comme une pestiférée. C'est pire que l'exil, pire que la prison. C'est la mort sociale, lente, douloureuse, inexorable. Elle mourra en 1707, à 67 ans, seule, amère, détestée. Le roi ne viendra pas à son enterrement. Les coupables sont punis, exilés, enfermés. Mais un problème demeure. Les archives. 1000 pages de témoignages, de preuves, de noms. Si ces documents survivent, le secret sera découvert un jour. Le roi décide. Tout doit être détruit, brûlé, effacé. L'histoire elle-même doit être réécrite. Juillet 1680. La Chambre ardente a produit des archives massives. 312 procès-verbaux d'interrogatoire. Chaque suspect interrogé pendant des heures. Tout noté. Tout consigné. 87 rapports d'enquête détaillés. Perquisitions, témoignages, preuves matérielles. 153 dépositions écrites. Témoins qui racontent ce qu'ils ont vu. Entendu. Fait. Total. Plus de 1000 pages de documents. Tous classés à l'Arsenal de Paris, sous la garde de l'Arénie. Le roi convoque l'Arénie. 20 juillet. Cabinet royal. Louis XIV va droit au but. Ces archives sont dangereuses. Très dangereuses. Si elles tombent un jour entre de mauvaises mains, si un futur roi décide de les rendre publiques, ce serait la ruine de la monarchie. L'Arénie hoche la tête lentement. Que propose votre majesté? Le roi fixe le policier. Vous savez très bien ce que je propose. Détruisez-les. L'Arénie blêmit. Sire, ces documents sont l'histoire, la mémoire d'une affaire capitale. On ne peut les détruire. Le roi se fâche. On peut. On doit. Je ne vous demande pas votre avis. Je vous donne un ordre. Détruisez ces archives. L'Arénie tente une dernière protestation. Au moins gardons les documents concernant les roturiers exécutés, pour justifier leur condamnation. Le roi réfléchit. Acceptable. Gardez les dossiers des roturiers. Mais tous les documents mentionnant des nobles doivent disparaître. Tous. Sans exception. Ordre royal. 1er septembre 1680. L'Arénie doit trier les archives. Séparer les documents sûrs des documents dangereux. Sûrs. Ceux qui ne mentionnent que Lavoisin, Guibourg et autres roturiers exécutés. Dangereux. Ceux qui nomment Montespan, Bouillon, Soissons et autres nobles. Les sûrs seront conservés, les dangereux détruits. L'Arénie obéit, mais le cœur lourd. Il sait que c'est une falsification de l'histoire, que la vérité sera perdue. Mais il n'a pas le choix. Septembre 1680. L'Arénie et 2 greffiers de confiance travaillent pendant 2 semaines. Ils lisent chaque document, un par un. Ceux mentionnant Montespan, mis de côté dans une pile. Ceux mentionnant d'autres nobles, idem. Ceux ne mentionnant que des roturiers, piles différentes. À la fin,
200 pages à conserver. 800 pages à détruire. Les 3/4 des archives vont disparaître. Octobre 1680. La destruction commence. Grande cheminée dans le bureau de l'araignée à l'Arsenal. Les greffiers apportent les documents condamnés, par paquets de 50 pages. Les jettent dans le feu. Les flammes montent, dévorent le papier, transforment l'encre en fumée. Les témoignages contre Montespan se consument. Les preuves des messes noires disparaissent en cendres. Les listes de poisons fournies aux nobles s'envolent en fumée. L'histoire s'efface, page après page, jour après jour. La destruction prend 3 jours. 72 heures de feu continu. L'araignée regarde, impuissant, voit des années de travail partir en fumée, des vérités essentielles être détruites. Il pense, l'histoire me maudira. Les générations futures ne sauront jamais ce qui s'est vraiment passé. Tout sera oublié, effacé, comme si ça n'avait jamais existé. C'est insupportable. Mais l'araignée prend une décision secrète. Pendant les nuits précédant la destruction, il fait des copies, en cachette, seul dans son bureau après minuit. Il copie à la main les documents les plus importants. Les témoignages de Lavoisin contre Montespan, mot pour mot. Les aveux de Guibourg sur les messes noires, intégralement. Les listes de poisons fournies, complètement. Il travaille vite. Sa main tremble de fatigue. Mais il continue. Doit préserver la vérité. Quelque part, même cachée. En une semaine, il copie 80 pages, les plus cruciales, celles qui prouvent la culpabilité de Montespan. Celles qui nomment les 40 nobles impliqués. Celles qui décrivent les sacrifices d'enfants. Puis il cache ses copies. Dans un coffre secret. Chez lui. Rue Neuve-Saint-Augustin. Personne ne sait qu'elles existent. Même pas les greffiers. Même pas le roi. Surtout pas le roi. Si Louis XIV apprenait que l'araignée a désobéi, ce serait la Bastille. Ou pire. Pourquoi l'araignée fait-il ça? Par conscience. La vérité doit être préservée quelque part. Pour l'histoire. Pour les générations futures. Un jour, peut-être dans 100 ans, ces documents seront découverts. Et la vérité éclatera. Par assurance aussi. Si le roi le trahit un jour. Si l'araignée tombe en disgrâce. Il aura des preuves, des armes. Pour se défendre. Ou pour se venger. C'est cynique. Mais prudent. Novembre 1680. La destruction est terminée. L'araignée informe le roi. Sire, c'est fait. Tous les documents compromettants ont été détruits. Ne restent que les dossiers des roturiers exécutés. Le roi soupire de soulagement. Parfait. Excellent travail, monsieur de l'araignée. Vous avez bien servi la couronne. L'araignée s'incline. Mais pense. J'ai servi. Et j'ai trahi. J'ai détruit la vérité. Mais je l'ai aussi préservée. En secret. Pour l'histoire. Décembre 1680. Ordre royal de silence. Le roi interdit formellement de parler de l'affaire des poisons. Édit royal publié. Défense à quiconque d'évoquer publiquement les événements de 1677 à 1680. Défense aux gazettes de publier quoi que ce soit. Défense aux courtisans d'en discuter. Défense même aux juges de la chambre ardente de mentionner les procès. Sanction. Quiconque désobéit risque la Bastille. Sans procès. Sans appel. Le silence s'installe. Lourd. Total. Étouffant. Personne n'ose parler. À Versailles, on fait comme si l'affaire n'avait jamais existé. Les nobles exilés, partis pour raisons personnelles. Montespan en disgrâce, le roi s'est simplement lassé d'elle. Les 36 empoisonnements, mort naturelle. Les messes noires, invention. Tout est nié, effacé, oublié. L'affaire des poisons devient un non-événement. Un trou noir dans l'histoire officielle. Un secret que 3 personnes seulement connaissent vraiment. Le roi, l'araignée, et les fantômes des morts. La chambre ardente se dissout. Mais un problème demeure.
Des prisonniers. 23 personnes arrêtées pendant l'enquête. Jamais jugées. Trop dangereuses pour être libérées. Trop compromettantes pour être jugées. Le roi décide. Enfermement à vie. Sans procès. Sans explication. Disparition totale. Les prisonniers oubliés vont croupir en silence. Janvier 1681. La chambre ardente est officiellement dissoute. Ordre du roi. Les procès s'arrêtent. Les juges sont démobilisés. Le tribunal disparaît. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais dans les prisons parisiennes, 23 personnes attendent encore. Arrêtées pendant l'enquête. Certaines devaient être jugées puis exécutées. D'autres jamais formellement accusées. Toutes enfermées. En attente. De quoi? Elles ne savent pas. Le roi se pose la question. Que faire d'elles? Les relâcher? Impossible. Elles connaissent trop de secrets. Ont entendu trop de noms. Savent que Montespan était impliqué. Que des dizaines de nobles sont empoisonnés. Si on les libère, elles parleront. Dans les tavernes, dans les marchés. Partout. Le scandale explosera. Les juger? Impossible aussi. Leur procès révélerait les noms nobles. Réveillerait l'affaire qu'on essaie d'enterrer. Solution? Enfermement secret. À perpétuité. Sans procès. C'est illégal. Mais le roi s'en moque. Première catégorie de prisonniers. Les complices directs de la voisin encore vivant. Marie Bosse. 48 ans. Empoisonneuse professionnelle. Associée de la voisin. Arrêtée en mars 1679. Devait être jugée puis brûlée. Mais son procès a été annulé. Pourquoi? Parce qu'elle menaçait de nommer Montespan publiquement en plein tribunal. Trop dangereux. Résultat. Enfermée à la Bastille. Sans jugement. Sans date de fin. À perpétuité. Deuxième. La Jolie. 60 ans. Diseuse de bonne aventure. Fournissait des poudres aux nobles. A témoigné contre plusieurs duchesses pendant l'enquête. Connaît tous les noms. Toutes les transactions. Trop dangereuse pour être libérée. Enfermée à Vincennes. Prison d'État. Isolement total. Aucun contact avec d'autres prisonniers. Aucune visite autorisée. Elle y restera jusqu'à sa mort. Troisième. Romani. 55 ans. Italien. Prétendu sorcier. Organisait des messes noires pour des nobles. Connaît l'identité de tous les participants. A vu Montespan nu sur l'autel. A assisté au sacrifice. Si on le juge, il racontera tout. Si on le libère, il parlera. Solution. Enfermement à Pignerol. Prison des secrets d'État dans les Alpes. Là où le masque de fer a été enfermé. Romani rejoint d'autres prisonniers d'État. Disparaît du monde. Au total, 23 personnes enfermées sans jugement. Dispersées dans différentes prisons. Bastille, Vincennes, Pignerol, Sainte-Marguerite. Ordres au gouverneur. Isolement total. Aucun visiteur. Aucune correspondance. Traitement correct. Nourriture décente. Cellules propres. Mais surveillance extrême. Ces prisonniers ne doivent jamais parler. Jamais être vus. Jamais être oubliés par leurs gardiens mais oubliés du monde. Les années passent. Les prisonniers vieillissent. Certains meurent. Marie Bosse en 1687. 8 ans d'emprisonnement sans procès. Elle meurt de froid dans sa cellule de la Bastille. Hiver rigoureux. Pas assez de chauffage. Elle a 66 ans. D'autres deviennent fous. La Jolie sombre dans la démence en 1690. 11 ans de solitude ont détruit son esprit. Elle passe ses journées à parler au mur, à rire sans raison, à hurler la nuit. Les gardiens la craignent. Pense qu'elle est possédée. Quelques-uns survivent longtemps. Romani vivra jusqu'en 1702. 22 ans d'enfermement à Pignerol. Sans procès. Sans condamnation officielle. Juste oublié. Enterré vivant dans une cellule alpine. Il mourra à 77 ans. Jamais revu l'Italie. Jamais revu sa famille. Mort en parlant aux rats.
Ces prisonniers sont les victimes oubliées de l'affaire des poisons, sacrifiés pour protéger les secrets de la monarchie. Leurs familles ne savent même pas où ils sont, officiellement disparus. Peut-être morts, peut-être enfuis à l'étranger. En réalité, enterrés vivants dans des prisons secrètes, pour avoir su trop de choses, vu trop de crimes, connu trop de noms. Mais ces prisonniers laissent des traces. Certains réussissent à écrire des lettres clandestines. Comment? En soudoyant des gardes sympathiques. Quelques pièces d'or glissées discrètement. Le garde accepte. Apporte du papier, de l'encre. Fait passer les lettres dehors. À qui? Aux familles. Aux amis. Qui les garde précieusement? Ces lettres racontent l'histoire, nomment les nobles impliqués, mentionnent Montespan, parlent des messes noires, des empoisonnements, de l'injustice. Une lettre de Marie Bosse, datée de 1685, adressée à sa fille. « Ma chère enfant, je suis enfermée à la Bastille depuis 6 ans, sans procès, sans condamnation. Je sais pourquoi. J'ai servi Madame de Montespan. J'ai vu ses crimes. Le roi veut m'effacer, me faire disparaître. Mais je veux que tu saches, que le monde sache. Un jour, Montespan a tué, a sacrifié des enfants, a voulu empoisonner le roi. Et moi, je paie pour son silence. Cette lettre survivra. Retrouvée dans les archives familiales en 1820. Publiée. Preuve de l'injustice royale. Le roi Louis XIV meurt en 1715. Les prisonniers de l'affaire des poisons meurent aussi un par un. Le dernier, un certain Lesage, alchimiste, complice de la voisin, meurt en 1723, 43 ans après le début de l'affaire, 68 ans au moment de sa mort, dont 44 passés en prison, sans jamais avoir été jugé. Avec lui meurt le dernier témoin direct. Mais les documents survivent, les lettres cachées, les copies secrètes de l'araignée, les fragments d'archives non brûlés. Tous ces morceaux d'histoire attendent d'être découverts. Un jour, le roi est mort. Emporte le secret dans sa tombe. Son successeur découvre les archives restantes. Lit, est choqué, mais décide de maintenir le silence. Pendant encore un siècle, l'affaire des poisons reste taboue, interdite, oubliée, jusqu'à ce que la Révolution change tout. 1715. 1er septembre. Louis XIV meurt à Versailles. 77 ans. 72 ans de règne. Le plus long de l'histoire de France. Il emporte le secret de l'affaire des poisons dans sa tombe. N'en a jamais parlé publiquement. Jamais confirmé ni démenti les rumeurs. A gardé le silence jusqu'au bout. Son successeur, Louis XV. Son arrière-petit-fils, âgé de 5 ans. Trop jeune pour régner. Régence confiée à Philippe d'Orléans, neveu de Louis XIV. Le régent découvre les archives restantes, celles que l'araignée a conservées, les 200 pages sur les roturiers exécutés. Il les lit, est choqué par l'ampleur du scandale. 36 nobles empoisonnés, des dizaines d'aristocrates impliqués, Montespan accusé de tentative de régicide. C'est énorme, monstrueux et totalement caché. Le régent se demande, dois-je révéler la vérité? Faire éclater le scandale posthume? Il hésite, consulte ses conseillers. Certains disent, oui, révélez. Le peuple a le droit de savoir. La vérité doit triompher. D'autres conseillent, non, gardez le secret. Si vous révélez maintenant, 35 ans après, cela salira la mémoire de Louis XIV, montrera que toute l'aristocratie était corrompue, nuira à la monarchie déjà affaiblie après la mort du roi Soleil. Le régent choisit le silence, par loyauté à Louis XIV, par peur du scandale, par calcul politique. Ordre du régent. 1716. Les archives de l'affaire des poisons restent scellées, conservées à l'arsenal, mais inaccessibles.
Interdiction de les consulter sans autorisation royale expresse. Interdiction d'en parler publiquement. Interdiction de publier quoi que ce soit. Le silence imposé par Louis XIV continue. S'étend. Se renforce. Devient permanent. Mais des rumeurs persistent. Des courtisans âgés se souviennent. Racontent des histoires à leurs petits-enfants. Autrefois, il y a eu une grande affaire d'empoisonnement à la cour. Madame de Montespan était impliquée. Des nobles ont été exilés, d'autres enfermés. Mais le roi a tout étouffé. Ces histoires se transmettent, de génération en génération, deviennent des légendes. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Mais tout le monde sait que quelque chose s'est passé. Un grand secret, un scandale terrible, caché, enfoui, mais pas mort. 1750. Première tentative de révélation. Voltaire, philosophe, historien, polémiste, écrit une biographie de Louis XIV, le siècle de Louis XIV. Il enquête, interroge des vieillards qui se souviennent, consulte des archives partielles accessibles, découvre des références à l'affaire des poisons, décide d'en parler. Mais prudemment, il écrit un chapitre, évoque les empoisonnements, les messes noires, l'exécution de la voisin, mais ne nomme pas Montespan. Parle de certaines dames de la cour impliquées. Reste vague, allusif, prudent. Publication. 1751. Scandale immédiat. La cour s'indigne. Comment ose-t-il parler de ça? C'est un affront à la mémoire du feu roi, une insulte à l'aristocratie, une trahison. Louis XV, maintenant adulte, ordonne la censure. Le chapitre sur l'affaire des poisons doit être supprimé. Voltaire proteste. C'est l'histoire, la vérité. Le roi insiste. Supprimez ou je vous exile. Voltaire cède. Publie une version expurgée, sans mention de l'affaire des poisons. Le silence est maintenu encore une fois. 1789. Révolution française. Tout change. La monarchie tombe. Louis XVI est arrêté. Jugé. Exécuté. La Bastille est prise. Les prisons royales ouvertes. Les révolutionnaires fouillent partout. Cherchent des preuves de la corruption de l'Ancien Régime. Des documents compromettants. Des secrets honteux. Ils ouvrent les archives de l'Arsenal. Trouvent les 200 pages conservées par l'Araignée. Les lisent. Sont horrifiés et fascinés. Les révolutionnaires décident. Ces documents doivent être publiés pour montrer au peuple combien l'aristocratie était pourrie, combien la monarchie cachait de crimes, combien la révolution était nécessaire. Publication partielle. 1793. Le journal révolutionnaire Le Moniteur publie des extraits. Témoignages de Lavoisin sur les empoisonnements. Liste de nobles impliqués. Mais pas Montespan. Son nom n'apparaît pas dans les archives conservées. Il était dans les documents brûlés. Description des messes noires. Sacrifice d'enfants. Horreur totale. Réaction du public. Choc. Dégoût. L'aristocratie était vraiment monstrueuse. Heureusement qu'on a fait la révolution. Heureusement qu'on a coupé ses têtes. Elle méritait pire. Les révolutionnaires utilisent l'affaire des poisons comme propagande. Preuve que l'Ancien Régime devait être détruit. Que la noblesse était criminelle. Que le peuple a eu raison de se révolter. Mais les révolutionnaires ne trouvent pas tout. Les documents les plus compromettants, ceux sur Montespan, ont été détruits par Louis XIV ou cachés par l'Araignée. Où sont-ils? Personne ne le sait. L'Araignée est mort en 1709. Ses héritiers ont vendu sa maison. Le coffre secret a disparu. Où a-t-il été trouvé? Et détruit à nouveau? Mystère. Le silence officiel de la monarchie a donc partiellement réussi. L'affaire des poisons est connue, mais pas complètement. Montespan n'est toujours pas officiellement accusé. Les pires détails restent cachés, enfouis, attendant d'être découverts. 1863. Un archiviste découvre un manuscrit oublié. Le journal secret de l'Araignée.
caché pendant 150 ans. Il contient tout, tous les noms, tous les crimes, toutes les preuves que Louis XIV voulait détruire. La vérité explose enfin. L'affaire que la monarchie a refermée sans explication s'ouvre à nouveau. Pour toujours. 1863. Bibliothèque nationale de Paris. Bureau d'un archiviste. Frank Funk Brentano. 32 ans. Historien méticuleux. Chercheur obstiné. Il étudie l'affaire des poisons depuis des années. A lu les archives publiées par les révolutionnaires, mais sans qu'il manque quelque chose. Les documents sont incomplets. Trop de trous. Trop de questions sans réponse. Où est Montespan dans tout ça? Les rumeurs disent qu'elle était impliquée. Mais aucune preuve. Funk Brentano fouille les archives de la Bibliothèque nationale. Cherche des manuscrits oubliés. Des documents non catalogués. Un jour, il tombe sur une caisse poussiéreuse. Étiquette effacée. Contenu inconnu. Il l'ouvre, trouve un manuscrit relié en cuir noir. Titre sur la couverture. Mémoire secret de Gabriel Nicolas de La Reynie, lieutenant général de police de Paris, 1677 à 1700. Funk Brentano écarquille les yeux. C'est impossible. Le journal de La Reynie, disparu depuis 150 ans, il ouvre le manuscrit. Commence à lire. C'est bien le journal de La Reynie. Écriture reconnaissable. Style caractéristique. Le policier y raconte toute l'affaire des poisons. De la première mort suspecte en janvier 1677 à la dissolution de la Chambre ardente en 1681. Avec des détails que les archives officielles ne contiennent pas. Et surtout, il nomme Montespan. Clairement, directement, sans ambiguïté. Funk Brentano lit, le cœur battant. Madame de Montespan a consulté Catherine Deschayes à de nombreuses reprises entre 1675 et 1678. Elle a commandé des philtres d'amour pour reconquérir le roi qui se lassait d'elle. Elle a participé à 3 messes noires officiées par l'abbé Guibourg. Lors de la 3e messe, un nouveau-né a été sacrifié sur l'autel. Madame de Montespan était présente. Allongée nue. Le sang de l'enfant a été versé dans un calice posé sur son ventre puis bu par Guibourg. Madame de Montespan a aussi demandé des poudres pour empoisonner Mademoiselle de Fontanges, sa rivale. Et peut-être aussi pour empoisonner le roi lui-même. Funk Brentano est stupéfait. Il tient la preuve que Louis XIV a voulu détruire. Le témoignage direct du policier en charge de l'enquête. Il continue de lire. La Reynie explique pourquoi il a écrit ce journal. Le roi m'a ordonné de détruire les preuves contre Madame de Montespan et les autres nobles. J'ai obéi pour préserver la monarchie. Mais je ne peux laisser la vérité mourir avec moi. J'écris donc ce journal en secret, pour que l'histoire sache un jour ce qui s'est vraiment passé. Que Madame de Montespan était coupable, que le roi l'a protégée par raison d'État, que la justice a été sacrifiée pour sauver la couronne. Le journal contient aussi des copies de documents détruits, témoignages de Lavoisin recopiés à la main, aveux de Guibourg transcrits intégralement, liste de poisons fournis à Montespan avec date et quantité, nom des 40 nobles impliqués avec leurs crimes respectifs. Tout ce que Louis XIV voulait effacer. Tout est là, préservé, caché pendant 150 ans, mais intact. Funk Brentano publie sa découverte en 1870. Livre. Le drame des poisons. Révélation complète de l'affaire. Accusation explicite contre Montespan. Scandale énorme dans le monde historique. Certains historiens contestent l'authenticité du journal. C'est un faux. La Reynie n'aurait jamais trahi le roi ainsi. D'autres défendent. L'écriture correspond. Les faits concordent avec ce qu'on sait. C'est authentique. Expertise du manuscrit. Authentique. C'est bien l'écriture de La Reynie. Le papier date du XVIIe siècle. Les sceaux sont ceux de La Reynie. Aucun doute possible. La découverte est confirmée. Mais d'autres documents émergent au fil des décennies. 1880. Lettres de prisonniers oubliés retrouvées dans les archives de la Bastille. Elle confirme le journal de La Reynie. Mentionne Montespan. Raconte les messes noires. Corrobore tout. 1910.
Archives de Vincennes révèlent des interrogatoires jamais publiés. Témoignages de complices de la voisin. Tous nomment Montespan. Tous décrivent ses crimes. Tous confirment. 1950. Publication complète des archives de la Chambre ardente. Les 200 pages conservées sont rendues publiques intégralement. Permettent de reconstituer toute l'affaire. De comprendre l'ampleur du scandale. L'horreur des crimes. L'injustice de la justice royale. Conclusion des historiens modernes. L'affaire des poisons a bien eu lieu. 36 nobles empoisonnés entre 1675 et 1679. Réseau d'empoisonneuses professionnelles dirigé par Catherine Deschaet, dite La Voisin. Des dizaines de nobles impliqués comme clients, dont Madame de Montespan, maîtresse du roi. Montespan a consulté La Voisin pendant 4 ans, a acheté des philtres d'amour, a assisté à des messes noires, a peut-être commandé des empoisonnements, dont celui du roi lui-même. Louis XIV a découvert la vérité en 1680, a décidé d'étouffer le scandale pour protéger la monarchie, a fait exiler les nobles coupables discrètement, a fait exécuter les roturiers publiquement, a fait détruire les archives compromettantes, a fait enfermer les témoins gênants sans procès, a imposé un silence de mort sur toute l'affaire. Ce silence a tenu pendant 150 ans, mais n'a pas pu effacer complètement la vérité, car des documents ont survécu. Le journal secret de l'Arénie, les lettres cachées des prisonniers, les archives partielles non brûlées, les témoignages copiés en secret. Tous ces fragments ont permis de reconstituer l'histoire, de révéler ce que le roi voulait cacher, de prouver que Montespan était coupable, que la justice a été sacrifiée, que la monarchie a menti. L'affaire que la monarchie a refermée sans explication est aujourd'hui l'une des mieux documentées du XVIIe siècle. Paradoxe ultime. En voulant effacer l'histoire, Louis XIV l'a rendue immortelle. Car un secret qu'on cache devient fascinant. Un mystère qu'on tente d'enterrer finit toujours par ressurgir. On ne peut pas effacer la vérité. On peut la retarder, la cacher, la déformer. Mais elle finit toujours par émerger. Les documents survivent. Les témoignages persistent. La mémoire résiste. Et l'histoire, finalement, triomphe du silence. L'affaire des poisons le prouve. 300 ans après, nous connaissons la vérité. Nous savons ce qui s'est passé. Nous savons qui était coupable. Nous savons pourquoi le roi a menti. Et nous savons que même un roi absolu ne peut effacer le passé. Louis XIV a échoué. La vérité a gagné. Pour toujours.